êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, dérive totalitaire, coup d'état civil. En Turquie, le climat est fébrile depuis la tentative de putsch de cet été. L'autoritarisme a-t-il franchi une ligne rouge avec l'arrestation d'opposants politiques kurdes cette semaine? Les purges continuent, la presse est muselée. Le président Erdogan s'est-il taillé un système politique sur mesure? Le Liban a un président. Après 2 ans et demi de vide institutionnel et de crise, notamment à cause de la Syrie, l'élection de Michel Aoun va-t-elle redonner une unité politique au pays? Au carrefour des intérêts syriens, iraniens et saoudiens, le Liban pourra-t-il se préserver des rapports de force régionaux? 8 journalistes de renom mis sous surveillance par la police au Québec. Les rédactions sont sous le choc, surveillance systématique ou à plus grande échelle. La liberté de presse est inscrite dans la Charte canadienne des droits et libertés. Comment garantir ce pilier d'une démocratie? Et pour en parler, voici tout de suite nos kiosqueurs. Ariane Bonzon, journaliste française, indépendante, chroniqueuse pour le magazine en ligne Slate.fr. Vous travaillez notamment sur la Turquie et le Proche-Orient. Vous avez été correspondante pendant 20 ans. Christian Rioux, journaliste, essayiste, chroniqueur politique et correspondant en Europe du quotidien québécois Le Devoir, également membre associé de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Akram Belkaïd, essayiste et journaliste algérien, en particulier pour le quotidien d'Oran. Vous tenez votre chronique du Blédard, des collaborations également avec Le Monde diplomatique et avec Orient 21. Et puis Sarah Daniel, chef du service étranger de l'hebdomadaire français L'Obs, grand reporter. Vous avez commencé votre carrière aux États-Unis, puis vous devenez correspondante de guerre, notamment en Afghanistan et en Irak. Des reportages nombreux au Darfour, au Liban, en Égypte et j'en passe. Merci à vous 4 d'être ici ce dimanche pour commenter l'actualité, nous livrer votre analyse. Et puis vous pouvez faire de même, vous chez vous qui nous regardez. On vous attend nombreux sur notre page Facebook ou sur Twitter avec le hashtag kiosque. Il y a 8 jours, donc, la Turquie célébrait le 93e anniversaire de la République. Rappelons l'héritage d'Atatürk, fondateur et premier président, la laïcité, la toute-puissance de l'armée, l'orientation occidentale du pays. Des fondamentaux que l'actuel chef de l'État fait voler en éclats, en particulier depuis le putsch raté de juillet dernier. Recep Tayyip Erdogan y a fait référence lors des célébrations, c'était le week-end dernier. La résistance héroïque dont notre pays a fait preuve contre les putschistes du 15 juillet s'inscrit dans la continuité de la volonté et de la foi commune qui nous ont portés à la victoire lors de la guerre d'indépendance, il y a 93 ans. Les foyers intérieurs et extérieurs qui ont pris pour cible la démocratie de notre pays, son indépendance et ses dirigeants légitimes ont une nouvelle fois été vaincus grâce au courage et à la résistance de notre peuple la nuit du 15 juillet. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses à dire après ce putsch il y a 3 mois et demi. Mais est-ce que déjà, avec cette coïncidence de date, de discours, est-ce qu'on peut dire que Recep Tayyip Erdogan est en train d'enterrer la République d'Atatürk ? Il inscrit cette résistance au putsch dans la continuité de la guerre d'indépendance. Pour lui, effectivement, le 15 juillet, c'est la nouvelle guerre d'indépendance. Mais il y a une autre continuité, c'est la continuité avec ce qui s'est passé en 1980, où là, il y a eu un coup d'État militaire réussi et qui a donné suite à une répression tout azimut avec des milliers, des centaines de milliers de gens arrêtés, torturés, et l'écriture d'une nouvelle constitution en 1982 qui en fait perdure toujours. Cette constitution issue de la junte de 1980 perdure toujours. Et si on parle d'un coup d'état civil aujourd'hui pour Erdogan, c'est bien parce que son objectif, c'est de faire passer une constitution avec un régime présidentiel à la française, on va vous dire, mais qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est ça le problème de la Turquie. Donc de faire passer cette réforme de la Constitution au forceps. Alors, pour cela, justement, il fait une répression comme en 1980, arrestation de l'opposition, bien au-delà des seuls putschistes. C'est pour ça qu'on parle de coup d'état civil. On va revenir sur tous ces points, mais avant ça, on va reprendre un peu l'actualité, le fil de la semaine, puisque depuis la tentative de putsch du 15 juillet, les purges s'enchaînent. Armée, administration, enseignement, journalistes, ce ne sont pas les seuls. Cette semaine, la justice a mené un coup de filet sans précédent contre des députés du parti pro-kurde HDP. C'est la 3e force politique du pays. Est-ce que cette semaine, cet autoritarisme que vous évoquiez a encore franchi une ligne rouge, Sarah ?
Absolument, on voit vraiment que le dispositif de répression est en train de se mettre en place. Ce qui est paradoxal de la part d'Erdogan, c'est que c'est finalement celui qui a été le plus en pointe sur les négociations avec les Kurdes. Et là, on voit que finalement, cet homme est un idéologue, bien sûr, mais c'est surtout un pragmatique, parce que finalement, ça ne lui a pas servi. On voit que pour son parti, c'est pas une bonne chose, finalement, cette négociation avec les Kurdes, que ce parti a acquis, je crois, a bénéficié de 5 millions de votes. Et donc, il s'aperçoit qu'il n'a pas d'avantage à tirer de cet état de fait. Donc, c'est aussi, bizarrement, l'effet de son pragmatisme. Le HDP parle de fin de la démocratie en Turquie. Est-ce que c'est excessif ou est-ce qu'ils ont raison ? Ils n'ont pas tort. On peut bien entendu discuter, puisque les officiels turcs parlent encore d'état de droit, mais les membres du HDP savaient ce qui allait leur arriver, hein, depuis qu'on a levé leur immunité parmi celles d'autres députés. Cette arrestation, c'était en mai, ça, oui, c'était en mai. Et ils savaient, même certains députés du HDP savaient que les ennuis allaient commencer après leur bon score électoral de juin 2015. Et le fait de contrecarrer justement ce projet de refonte constitutionnelle, cette espèce d'obsession, parce que quand on regarde un peu les différentes étapes, Erdogan, ce qu'il veut, c'est vraiment la modification du régime. Il tient à son régime présidentiel et on a l'impression qu'il est prêt à tout, y compris à remettre en cause ce pourquoi on le louait avant, c'est-à-dire cette espèce de pragmatisme, la volonté de continuer à garder un État qui discuterait avec l'Europe. Tout ça est en train d'être remis en cause. Aussi les relations avec les voisins, cette fameuse politique du zéro problème avec les voisins, tout ça a été remis en cause pour l'objectif finalement fondamental d'Erdogan, qui est celui d'avoir un pouvoir à la mesure de ses ambitions personnelles. Il faut rappeler que le slogan des députés, enfin de la campagne électorale de HDP, c'est « on ne te fera pas président ». C'était bien ça qu'il disait. Donc le message est bien passé, quoi. Vous ne me ferez pas président, vous ne serez pas député, vous ne serez pas là. On va regarder la une de Cumhuriyet, je parle sous votre contrôle, c'est bien comme ça qu'on prononce, Cumhuriyet, honte devant l'histoire, le quotidien d'opposition, donc, dont 9 journalistes ont été placés en détention préventive hier samedi, arrêtés en début de semaine. Il y a désormais 142 journalistes en prison en Turquie. Comment décrire, comment qualifier ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut parler de dérive totalitaire, amorce de dictature, régime... Enfin, quel est le... Le quotidien avait été un des rares à publier des caricatures de Charlie Hebdo, hein, au moment où on va commémorer cet événement. Oui, on a l'impression d'une démarche à la Poutine, en fait, hein, très largement, c'est-à-dire une sorte de reprise en main autoritaire du pays pour lui permettre aussi de jouer un rôle majeur, un rôle déterminant dans la région. Moi, ce qui me fascine, c'est que on assiste à ces événements, en fait, quelques années après une époque où on discutait gentiment du nouveau modèle turc, de nouvelle démocratie chrétienne, musulmane en Turquie, où les islamistes, dans le fond, trouveraient leur voie démocratique, et où même l'Union européenne se disait, voilà, un nouveau membre de l'Union européenne. Essayez d'imaginer la situation si la Turquie était aujourd'hui membre de l'Union européenne, on serait où aujourd'hui? Ce qui fascine, c'est comment on a changé de monde, en fait. Comment on a littéralement changé de monde à l'égard de la Turquie, et comment les débats qu'on avait il y a quelques années paraissent futiles, finalement. Mais dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai ce que vous soulignez, juste, il y a un glissement progressif qui se fait, qui ne date pas de cet été, qui a été amorcé avant. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Erdogan? C'est qu'il y a les deux thèses. Il y a ceux qui disent, imaginez que la Turquie soit aujourd'hui dans l'Union européenne, on serait bien embêtés. Et puis il y a ceux comme Kadri Gürsel, qui vient d'être arrêté, qui est un des journalistes de Cumhuriyet, qui dit, en fait, si l'Europe avait joué vraiment le jeu, si vraiment elle avait donné un signal fort, et elle n'avait pas un peu snobé la Turquie, et puis même été d'une façon assez humiliante, hein, parce qu'il a été très humilié, Erdogan. Si elle avait joué le jeu, aujourd'hui, Erdogan ne serait plus réélu. Ça, c'est la thèse de la démocratie implantée de l'extérieur. C'est la thèse de Bush. Oui, c'est la thèse de George Bush à la version Union européenne, l'Union européenne qui va faire pacifiquement ce que Bush voulait faire avec des armes, finalement, dans le Moyen-Orient. Oui, enfin, surtout, ce qui se passe, c'est que c'est plus la tentation, même pour Erdogan, ça n'a plus d'intérêt, finalement. On assiste aussi à la perte de crédibilité et d'influence dans la région de l'Europe et du dispositif. Absolument. C'est à nouveau la Russie, maintenant, qui est
plus une tentation pour Erdogan et l'Empire ottoman. Et on voit bien qu'il participe à la bataille de Mossoul. Enfin voilà, il s'est un peu redéployé. Faisons attention avec l'alliance russo-turque. On va voir combien de temps ça dure. Parce bien que sûr, c'est sans doute sujet à beaucoup d'évolutions et de revirements. Mais enfin, tout de même, on peut dire qu'il est plus tenté maintenant par un néo-ottomanisme que par la tentation européenne. Et il y a une nouvelle doctrine qui a été mise au point, on le voit bien, sur le plan militaire. Les alliances naturelles ne vont pas de soi. L'OTAN, mais je me permets de faire éventuellement un certain nombre d'actions, même si l'OTAN n'est pas là. Enfin, et puis alors, au-delà des frontières, ça c'est très nouveau. Il faut bien savoir qu'avant le coup d'État raté, l'armée ne voulait absolument pas intervenir en Syrie et en Irak. Après le coup d'État, vous avez vu, non seulement ils ont mis des troupes aux abords de la frontière, là, mais ils ont déjà commencé à faire des choses en Syrie. D'ailleurs, avec pas mal de succès. On n'en a pas parlé de ça, mais ils ont quand même réussi à libérer, avec les forces syriennes, la ville de Dabiq, qui était quand même symboliquement un énorme truc. Et ça, ils n'ont pas su le vendre du tout, ça. Akram ? Oui, alors deux choses. Il y a une réalité économique qui va se rappeler à Erdogan, parce que certes, il peut regarder à l'Est, mais il a toujours besoin de l'Europe. Une grande partie de l'économie turque dépend... 50% des investissements sont européens. Les échanges restent majoritaires avec l'Europe, donc il va être intéressant de voir aussi comment les milieux d'affaires vont, après l'espèce de silence auquel ils sont contraints depuis le 15 juillet dernier, comment ils vont réagir. Et de manière plus générale, pour revenir sur le débat de est-ce qu'il aurait fallu aller plus vite avec l'Europe, etc., je pense que ça aussi, ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, nous interpelle peut-être sur la durée, en termes de profondeur historique, sur comment un pays auquel on impose finalement une occidentalisation à marche forcée, un peu par la contrainte, ce qu'a fait Atatürk, finalement, 60, 70 ans, 80 ans plus tard, 90 ans plus tard, les forces de rappel reviennent de manière bien plus violente, et finalement c'est un écho, je dirais, à l'opposé de ce que voulait Atatürk près d'un siècle plus tard. Et c'est assez intéressant. Ça peut amener à réfléchir sur ce qui peut se passer dans le reste du monde musulman, en fait. Pour être très concret, puisqu'on parle de l'Union européenne, sans visa avec Bruxelles pour les Turcs avant la fin de l'année, plus d'accord migratoire. Est-ce que ça, c'est un scénario qui aujourd'hui est le scénario qui s'impose ? L'Europe va refuser. Mais je vois mal l'Europe, dans le contexte actuel, avec la montée des populismes et des menaces électorales des partis de droite. Comment l'Europe va-t-elle justifier la libre circulation des citoyens turcs ? Ça va être un vrai souci. Et Erdogan, en cas de refus, va pouvoir s'emparer de ça aussi pour cultiver un peu cette ambiance, je dirais, de nationalisme chauvin dans ses discours. Il n'arrête pas de parler de cette Turquie qui serait jalousée par l'Europe, etc. Ça va lui donner des arguments en or. Oui, c'était une entente qui n'avait déjà pas beaucoup de sens. Là, aujourd'hui, on voit bien qu'elle n'en a plus du tout, absolument pas. Ce qui est frappant là-dedans, je trouve, c'est la vulnérabilité de l'Europe. L'Europe est vulnérable dans un contexte comme celui-là. La question des réfugiés, ça joue comme une arme de chantage face à un pays qui s'enfonce justement dans une forme d'autocratie, de dictature. Et on voit comment l'Europe ne sait pas réagir face à ça, ne sait pas réagir. Pensons même à la forte minorité turque en Allemagne aussi. Ça a des conséquences là aussi. En même temps, on n'en est pas à une reculade vis-à-vis des Turcs sur cette question-là. Et je pense qu'on peut tout à fait... on va devoir faire des compromis. C'est finalement quand même le régime d'Erdogan qui a la main sur la question des réfugiés. C'est lui qui retient cette énorme vague qui menace de submerger l'Europe. Et on a vu avec la gestion d'Angela Merkel sur cette question qu'on peut, en effet, il y a bien des accommodements possibles. On va revenir, puisque vous parliez du régime, on va s'y intéresser d'un peu plus près. On va revenir aux questions internes à la Turquie. La meilleure réponse à donner aux putschistes du 15 juillet consiste à rédiger une nouvelle constitution démocratique et libre. C'est ce qu'a dit le président de la Cour constitutionnelle de Turquie. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Recep Tayyip Erdogan veut modifier la Constitution et opter pour un régime de type présidentiel. On évoque un référendum en avril prochain. Ça supposerait quoi, ce régime présidentiel ? Parce qu'on a quand même l'impression qu'il est omnipotent, qu'il a déjà la main sur tout.
De facto, oui. D'autant plus qu'avec l'état d'urgence, la grande différence entre l'état d'urgence en Turquie et en France, c'est que avec l'état d'urgence turc, on peut gouverner par décret-loi. Et ces décrets-lois n'ont absolument rien à voir avec le putsch raté, avec la surveillance des... C'est vraiment... On voit bien déjà qu'il y a une mise en place d'un nouveau régime, de nouvelles... par exemple, un des décrets-lois, c'est d'autoriser la police, des femmes policières à porter le voile. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la chasse aux putschistes, vous voyez. Donc, déjà, de facto, il a cet outil-là. Et ça va être la continuité. Lui, son angoisse, c'est quoi? C'est qu'aux prochaines élections, l'AKP ne fasse pas un score suffisant. L'AKP qui est son parti, le parti de la justice et du développement, islamo-nationaliste, je dirais, de plus en plus, parce que ça n'a plus rien à voir avec l'AKP des débuts. Il a recomposé ça aussi. Il y a tous les traditionnels, les historiques ne sont plus là. Donc, si tu veux, il a très peur que ce parti-là chute encore, parce qu'il y a eu une chute. D'ailleurs, aux élections de 2015, il y a eu une chute de l'AKP. Il reste encore très important. Et donc, il veut absolument asseoir son pouvoir, quel que soit le parti qui remporte les élections. Mais pourquoi faire président à vie? Président à vie, puis il s'agit aussi d'éradiquer une bonne fois et définitivement tout le dispositif mis en place par son ennemi Fethullah Gülen. Et là, on voit que vraiment toutes les écoles qui étaient tenues par lui, tous les gens qui faisaient partie de ce parti qui n'en est pas un, de cette espèce de mouvance, de cette influence, sont en train d'être vraiment éradiqués. Comment on vit aujourd'hui en Turquie? Parce que les purges concernent de nombreux milieux, je l'évoquais tout à l'heure, les enseignants, etc. Donc, via ces personnes, à travers leur famille, c'est beaucoup de monde en Turquie qui est touché. Est-ce qu'aujourd'hui, les Turcs ont peur ou qu'elle est régulièrement en Turquie? C'est l'arbitraire dont les gens ont peur. Par exemple, une histoire bête, mais la mère d'une jeune étudiante qui n'a rien à voir ni avec les gulenistes, ni avec les Kurdes, à l'entrée du métro, un policier lui a pris son téléphone et a vérifié qu'est-ce qu'il y avait dans son téléphone. Les gens ont peur, oui. Les gens sont terrifiés. Ouais. C'est incroyablement difficile maintenant de diligenter des reportages et d'avoir des gens qui parlent c'est une vraie terreur. On a des reportages, des témoignages qui sont annulés. Oui, c'est un vrai état de terreur qui commence. Pour terminer sur ce thème, c'est une société qui est en train de basculer aussi, la société turque, fatalement. Est-ce qu'elle est en train de basculer complètement? Encore une fois, ce qui peut poser problème dans l'appréciation de la situation, c'est que Erdogan n'est pas tout seul. Il a une base, il a des... À quel point il est soutenu, Erdogan, il est soutenu, quand il fait des meetings, il y a beaucoup de monde. On le voit bien aussi sur la bataille qui se passe sur les réseaux sociaux. Je dirais, ses supporters sont assez actifs. Il suffit, et ça entretient aussi un climat de peur. Non, je ne dirais pas qu'elle est peut-être pas en train de basculer complètement, mais en tout cas, elle est en train de se diviser. Pour le moment, le camp d'en face est a l'air groggy, mais c'est assez inquiétant pour la suite, parce que tôt ou tard, il va y avoir une réaction vis-à-vis des excès actuels du camp Erdogan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de grand mouvement d'opposition sans les Kurdes. On l'a vu à Gezi. Au moment de Gezi, les Kurdes se tenaient de côté. Ils n'ont pas tellement participé à ce mouvement. Il y a les grands mouvements d'opposition et les grands mouvements qui peuvent avoir lieu en Turquie, les grandes manifestations, c'est toujours avec des Kurdes. Donc c'est ça là. En fait, la leçon, c'est aussi qu'on peut être un autocrate et être soutenu par sa population. Ça s'est vu assez souvent dans l'histoire. Et effectivement, une des peurs, c'est que les grands perdants de tout ça, ce soit les Kurdes, peut-être. Éventuellement. Le mot de la fin pour vous? Écoutez, sur cette question, parce que c'est un point qui est central, évidemment, et qui déborde des frontières de la Turquie avec l'Irak, avec la Syrie. Écoutez, il y a eu en 2015, c'est terrible, en un an, il y a eu en 2015 une espèce d'espoir avec ce parti kurde qui brassait beaucoup plus large que les Kurdes. Voilà. Il y avait beaucoup de Turcs de gauche qui ont joué cette carte-là. Ils ont eu 80 députés. 2 mois après, nouvelles élections, parce qu'évidemment, M. Erdogan ne supportait pas ces 80 députés. Donc, nouvelles élections, donc la guerre a repris. Et maintenant, aujourd'hui, comment voulez-vous que l'argument du PKK, c'est de dire, écoutez, voyez, vous avez essayé de jouer le jeu politique, vous avez essayé de jouer le jeu parlementaire, c'est raté. Donc, évidemment, le PKK reprend la main, là, d'une certaine manière.
Et déborde, Et la les question autres kurde, comme on le disait, déborde sur les pays alentours. Et parmi ces pays alentours, alors c'est pas la question kurde directement, mais on connaît l'imbroglio proche oriental, il y a le Liban. Bonne nouvelle pour le Liban cette semaine, puisque le Liban a enfin un président. Ça faisait 2 ans et demi que le pays n'en avait plus, livré un vide institutionnel. Lundi, le Parlement a élu l'ex-général Michel Aoun, âgé de 81 ans, pas exactement un inconnu au pays. La nouvelle a été saluée par la communauté internationale, globalement par la presse aussi. Elle a suscité une vague d'optimisme et ses partisans, vous allez le voir, ont laissé éclater leur joie. Voilà, les partisans de Michel Aoun au moment de son élection. Alors le soulagement des Libanais, évidemment, à voir ce vide institutionnel se terminer. Mais ce qui l'empêche, l'inquiétude. On va voir ça tout de suite depuis Beyrouth avec Michel Touma. Vous êtes rédacteur en chef au quotidien francophone L'Orient le Jour. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Beyrouth. Bonjour. Avant l'élection, d'après un sondage, la moitié des Libanais estimaient que rien ne changerait avec un président. Un quart de la population pensait que la situation allait même empirer. Qu'attendent les Libanais en priorité? Alors, ce que les Libanais attendent, tout bêtement et tout simplement, c'est un redémarrage de la machine des institutions, la machine institutionnelle et la machine économique. Parce que depuis 2 ans et demi que nous sommes sans président, l'impact a été une paralysie du Parlement qui ne pouvait plus légiférer normalement en absence d'un président, et une paralysie au niveau du gouvernement qui était pris dans le piège de ces contradictions internes, compte tenu du fait qu'en absence d'un président, c'est le gouvernement dans son ensemble qui gouverne à la place, qui adopte les prérogatives du président. Donc, compte tenu du fait que dans ce gouvernement, il y avait toutes les factions étaient représentées, il avait du mal à s'entendre sur les grandes décisions stratégiques qu'il devait prendre à la place du président de la République. Donc ce que les Libanais attendent, c'est un redémarrage des institutions étatiques, le Parlement, le gouvernement et toutes les administrations étatiques qui étaient paralysées. Et sur le plan économique, de faire redémarrer la machine économique qui était en crise, compte tenu de plusieurs paramètres, compte tenu de la paralysie institutionnelle, évidemment, plus la conjoncture régionale qui avait un impact direct sur l'économie du pays. Et tous ces facteurs-là constituaient une véritable menace, une sérieuse menace sur la stabilité de la monnaie nationale de la livre libanaise. Donc il était impératif qu'il y ait un président de la République pour éviter un effondrement de la livre, comme ce qui est en train de se passer un peu en Égypte, toute proportion étant gardée évidemment, et pour faire redémarrer aussi des institutions constitutionnelles, ce qui a un impact évidemment sur la livre et sur l'économie. Et c'est ce qui explique évidemment le soulagement des Libanais. Il y a donc ce président à la personnalité controversée, soutenu par le Hezbollah. Michel Aoun a nommé un Premier ministre. Il s'agit de Saad Hariri, qui est lui farouchement anti-Hezbollah. Comment ce drôle d'attelage va fonctionner et sur quelles grandes orientations pour le pays? Alors cette cohabitation n'est pas nouvelle. Même avant 2011, avant que le Hezbollah ne puisse contrôler de nouveau le gouvernement, il y a toujours eu une cohabitation entre le Hezbollah d'un côté et ce qu'on appelle ici la coalition du 14 mars, qui est une coalition qui est hostile au régime syrien et qui est hostile aux ingérences iraniennes, ce que cette coalition qualifie d'ingérence syrienne et iranienne dans les affaires libanaises. Donc cette cohabitation entre ces deux camps, le camp du Hezbollah et le camp du Premier ministre désigné Saad Hariri, n'est pas nouvelle. Avec la différence, c'est que cette fois-ci, le Hezbollah, contrairement à ce que certains pensent, n'est pas en aussi bonne position qu'il était en 2011 lorsqu'il avait provoqué la chute du gouvernement de Saad Hariri. Pour une raison très simple, c'est que lorsqu'ils ont provoqué la chute du gouvernement de Saad Hariri en 2011, le camp du 14 mars était un camp unifié et cohérent et solidaire. Il y avait le courant aouniste
du général Michel Aoun, il y avait le Hezbollah et Hamas. Aujourd'hui, le camp du général Michel Aoun est au pouvoir. Ils sont à la présidence de la République. Donc le Hezbollah, dans cette opération, perd un allié de poids, perd une couverture chrétienne, compte tenu du fait que le général Aoun étant président, il a ses propres calculs et ses propres intérêts. Donc, ce camp entre le Hezbollah et le Coran Aounite n'est pas aussi fort et solidaire et cohérent qu'il l'était en 2011. Merci Michel Touma. On vous a perdu à l'image, mais on vous a bien entendu. Merci beaucoup pour ces précisions depuis Beyrouth et à très bientôt. Merci encore. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Donc, comme toujours, au Liban, on comprend bien que tout est assez compliqué. Il y a ceux qui disent qu'avec cet attelage, le Hezbollah, par ricochet, l'Iran, par ricochet, indirectement, c'est la Syrie qui sortent gagnants de cette situation. Est-ce que c'est une bonne analyse, Akram? Oui et non, parce que je ne pense pas que ce soit la priorité en termes d'analyse. Alors effectivement, qu'Aoun soit président, lui qui est allié d'une manière indirecte ou directe avec le Hezbollah et le régime de Damas, c'est une défaite pour l'Arabie saoudite. Et c'est une double défaite d'ailleurs, parce que pendant très longtemps... L'Arabie saoudite qui a un soutien de Saad Hariri, voilà, et qui s'était très longtemps opposé à ce qui est la moindre entente, négociation entre Hariri, le fils, donc, et Aoun, et qui aujourd'hui, donc on voit que Hariri est Premier ministre. Premier ministre, c'est pas rien non plus, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup du poste de président, mais le Premier ministre au Liban, c'est aussi beaucoup de prérogatives. Et donc, il va être intéressant de voir comment cet attelage va fonctionner entre les deux hommes, à un moment où, effectivement, on doit avoir je ne sais combien de projets de loi qui sont en suspens, où des décisions n'ont pas été prises. Parfois, c'est des choses assez simples et triviales, comme les mouvements au sein des ambassades, des ambassadeurs libanais qui ont réclamé de rentrer chez eux. Ça fait plusieurs années qu'ils sont en poste. Donc, c'est tout le redémarrage des institutions. Je crois que pour ma part, la lecture doit être vue d'abord en termes de politique intérieure, c'est-à-dire comment ce pays va enfin pouvoir redémarrer et répondre à une attente qui est celle du retour de l'État, parce que... Sarah. Je ne suis pas d'accord avec mon éminent collègue. Non, je pense que vous posiez cette question, le Liban peut-il rester au-dessus de la mêlée régionale? Mais il ne peut pas, il ne l'a jamais été et il ne le sera pas. Mais est-ce qu'il peut se préserver? Parce que la question qui est sous-entendue, est-ce que Michel Aoun peut préserver... Est-ce qu'il peut préserver le Liban pour s'occuper de la question intérieure? Et dépend déjà complètement de ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe dans la région, et dans cette division auquel on assiste de plus en plus tendue entre les chiites et un monde chiite et un monde sunnite, entre l'alliance iranienne et l'alliance saoudienne d'autre part, le Liban est en train de faire les frais de cette tension. Alors, est-ce que c'est une défaite pour l'Arabie saoudite? Je ne suis pas sûre. En fait, c'est l'effet d'un retrait de l'Arabie saoudite. Et... c'est aussi le fait que le Liban, ça consacre aussi le fait que le Liban est plus si important que ça en fait dans le contexte régional. C'est pour ça que l'Arabie saoudite a un peu, par désespoir de cause, arrêté de soutenir aussi vigoureusement Saad Hariri. Mais là, ce qu'on voit en effet avec ce dispositif Aoun et qui est auréolé de cet accord récent avec le Hezbollah, c'est le succès des chiites et de l'Iran en Syrie. Sans oublier les réfugiés syriens. Ça change complètement la donne. Les chiffres, c'est 1,1 million à 1,5 million de réfugiés syriens dans quelques années. Dans une 4 millions d'habitants. Voilà, c'est 30% de la population. Enfin, par exemple, la Turquie dont on parle tout le temps, c'est 5% de la population, le nombre de réfugiés syriens, alors qu'ils en ont 2,7 millions. Là, c'est plus de la moitié de la population active au Liban et non libanaise. Donc ça, c'est quand même un élément extrêmement important. On a l'impression qu'il y a deux pays qui sont en train de se profiler en Syrie. Un pays où il y a les réfugiés et les Libanais. Vous savez que le Liban, par exemple, n'a pas signé la Convention de Genève. Ils se refusent comme pays d'immigration alors qu'ils ont un chiffre, en 48, 100 000 Palestiniens. Vous voyez la différence aujourd'hui, et le problème palestinien reste énorme encore. Ils n'ont pas de représentation au Parlement alors que tout le monde est représenté. Qu'est-ce qui va se passer avec ces Syriens quand on sait que 35% des réfugiés en général restent dans le pays où ils sont arrivés? Et d'ailleurs, dans son discours d'intronisation lundi, le nouveau président a insisté sur cette nécessité de préserver son petit pays de ce qui se passe en Syrie voisine, ce qui paraît, c'est schizophrénique, ce qui paraît complètement compliqué avec ce que vous nous expliquez. Pourquoi le Liban n'a pas encore cédé sous
sous la pression migratoire venue de Syrie, sous les pressions aussi qui se traduisent au niveau politique intérieur. Pourquoi ce pays ne cède pas ? Alors là, vraiment, je pense que c'est le souvenir cuisant de la guerre civile. Les Libanais sont, et à juste titre, traumatisés, choqués par ce souvenir-là. Et vraiment le risque d'à nouveau sombrer dans cette guerre civile les obsède tous et collectivement. Il y a aussi, un peu comme pour l'Algérie. Akram, le souvenir. Oui, il y a aussi... pardon de le dire, mais sans vouloir faire d'explications culturalistes, etc., il y a peut-être aussi une dimension d'appréhension, de considération de devoir de solidarité que l'on ne retrouve peut-être plus en Europe et qui existe aussi au Liban, même s'il y a des tensions avec les réfugiés syriens, même si certains sont accusés de prendre le travail de certains Libanais, il y a tout de même une espèce de solidarité de fait par rapport à une situation, encore une fois, qui est exceptionnelle. En même temps, leur condition de vie, la condition de vie, elle est terrible, y compris. Épouvantable. Ils sont parfois astreints à ne pas pouvoir quitter les camps. Mais c'est ce que les Syriens aujourd'hui vivent ce que effectivement les Palestiniens ont longtemps vécu et continuent à vivre dans certains camps. Et la nomination, l'un des atouts pour le Liban aujourd'hui d'avoir un président reconnu et connu, c'est qu'il va prendre son bâton de pèlerin, qui va faire le tour des capitales européennes et qui va demander à ce que l'Europe soit un peu plus généreuse en matière d'aide financière qu'elle ne l'est aujourd'hui pour accueillir tous ces gens. Parce que le peut-être Liban, justement que cet argent-là va commencer à arriver à nouveau maintenant qu'il y a un président. Peut-être qu'il va irriguer aussi d'une manière directe ou indirecte l'économie libanaise. Ariane. Sachant qu'il y a quelques capitaux syriens qui sont arrivés en Syrie aussi. Hein. Ça, on en parle beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Il y a la classe moyenne syrienne qui ne veut surtout pas être identifiée comme réfugiée, donc ça casse un petit peu les statistiques, mais elle est là, elle a créé des emplois. Certes, il y a à peu près 60 000 ou 70 000 Libanais qui ont perdu leur travail directement à cause des réfugiés, mais il y a des capitaux, il n'y a pas que du négatif. Hein. Et puis alors, il y a très peu de camps, en fait, au Liban. Ils n'ont pas voulu refaire l'erreur des camps palestiniens. Les Syriens sont assez peu, autant il y a des camps ailleurs, mais il y a assez peu de camps de réfugiés syriens au Liban. On pourrait imaginer un pays un Liban transformé en grand camp de réfugiés, pratiquement, finalement. C'est un pays qui est toujours au bord de la guerre civile, quelque part. C'est un pays, et d'où cette espèce de jeu d'équilibre là, que Aoun mène avec ses revirements réguliers, mais qui, dans le fond, montre la progression constante au Liban des chiites et du Hezbollah. Ça, c'est une progression qui est inscrite quelque part dans la décennie et dans l'histoire, avec un système politique qui est quand même hors sol, c'est-à-dire qui impose un président chrétien dans un pays où les chrétiens sont de plus en plus marginaux et représentent de moins en moins une véritable alternative politique. Donc des chrétiens obligés de s'allier avec le Hezbollah, mais la progression du Hezbollah, elle est permanente et elle est inscrite, elle, dans... Mais alors, il y a tout de même aussi dans la société libanaise des mouvements qu'on a vu apparaître de multiples reprises depuis 10 ans, je dirais, de besoins d'État. La question des ordures, par exemple, du ramassage des ordures à Beyrouth, de l'absence d'action publique du secteur public. Le Liban est un pays où traditionnellement l'État et l'action de l'État est faible, mais là, on a atteint un point où les gens demandent simplement à ce que les institutions de base fonctionnent. Et c'est à ça aussi que Aoun va devoir, le duo Aoun-Hariri vont devoir répondre. On va terminer là-dessus, justement, puisqu'au plan national, les priorités ne manquent pas. Les Libanais râlent beaucoup sur les questions d'électricité, l'Internet, la téléphonie. On a vu la crise des ordures qui a été aiguë, qui a beaucoup agacé les Libanais. Et qui continue, qui n'est pas terminée. Dans un pays où la corruption est très présente, c'est quoi la priorité aujourd'hui pour ces nouvelles autorités? On terminera là-dessus, Sarah. Tout est lié. Je veux dire, la crise des ordures, finalement, c'était le symptôme du déficit d'État. Et en général, ce déficit d'État se palliait souvent, en tout cas dans les zones Hezbollahi, justement par le Hezbollah, notamment en électricité. Et le Hezbollah aurait pu résoudre cette crise des ordures. Simplement, il faisait pression pour des raisons politiques sur le système institutionnel. Et donc, je pense que voilà, la corruption, déficit des services publics, électricité, ordures, tout ça va devoir être adressé rapidement.
Ce que dit Sarah me fait penser, il faudrait faire une thèse sur l'utilisation de l'ordure dans la pression politique. Je me souviens en Afrique du Sud, c'était la même chose. On laissait les ordures dans les bidonvilles pour montrer comme l'État ne s'occupait pas des bidonvilles, enfin des toilettes. À Naples aussi. Voilà. Ça sera un bon thème pour Kiosque, je note. Et on verra donc au Liban quand il y aura un gouvernement, puisque Saad Hariri est en charge de nommer, et quand auront lieu les prochaines législatives, puisque ça va relancer aussi un petit peu la machine. Je vous propose qu'on parte maintenant au Québec où les médias sont en émoi, c'est peu de le dire. On apprenait cette semaine qu'au total, 8 journalistes de renom ont été mis sur écoute de 2008 à 2013, espionnés par la police de Montréal, par Sûreté du Québec qui est la police de la province. L'onde de choc a démarré lundi. Le quotidien La Presse dévoilait que son chroniqueur Patrick Lagacé avait été surveillé. Patrick Lagacé était l'invité de l'émission 24/60 sur Radio-Canada. On l'écoute. La police n'a pas eu accès au contenu de mes conversations. La police a eu accès à tous les numéros de téléphone qui m'appelaient et à tous les numéros de téléphone que moi j'appelais, ainsi que les textos. Et aussi, cerise sur le sundae, la police a obtenu un mandat de localisation pour pouvoir activer mon téléphone à distance afin de savoir, secrètement, où je me trouvais grâce à la puce GPS. Il y a des gens du gouvernement du Québec, il y a des gens de cabinets politiques à Québec, à Ottawa, qui se sont retrouvés dans la liste colligée par la police de Montréal. Il y a ma femme de ménage, il y a des amis, il y a ma blonde. Et il y a d'autres sources dans le cadre d'histoires que je fais, des gens qui ne veulent pas nécessairement que ça sache qu'ils m'ont appelé. Et Anne-Marie, les policiers m'ont assuré que toutes les données qui n'avaient pas rapport à leur enquête n'allaient pas être utilisées. Et c'est ici que moi, je ne les crois pas. Il y a une telle chasse aux sorcières présentement à la police de Montréal, et j'ai écrit là-dessus le 8 juin. Il y a une telle chasse aux sorcières. Si un policier m'a appelé, ne serait-ce que pour m'inviter à un barbecue à jouer au ping-pong, je serais très, très surpris que ce policier-là ne soit pas sous surveillance. Votre réaction? Fâché journalistiquement. Ce que je pense personnellement, qu'est-ce que ça m'a fait, je trouve que c'est inutile. Journalistiquement, dans ce pays, c'est, semble-t-il, la première fois que les communications d'un journaliste sont ainsi espionnées. Et c'est pour ça que c'est scandaleux, parce que c'est jamais arrivé. Voilà, alors l'affaire a fait la une cette semaine au Québec. On va voir, vous allez voir ici le tabloïd Le Journal de Montréal. Parmi les journalistes espionnés par la police, 3 travaillent à la télévision canadienne. On retrouve tout de suite le directeur de l'information de Radio-Canada. Bonjour Michel Cormier. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin québécois. Merci d'être avec nous dans Kiosque. Vos journalistes ont tous révélé ces dernières années des scandales qui ont fait grand bruit. Ils enquêtaient sur quoi au juste ? Ils enquêtaient sur des histoires de corruption politique avec de la collusion avec l'industrie de la construction routière, surtout. Donc, il était question de ristournes pour financer les campagnes électorales. Donc, tout ça a donné finalement lieu à une commission d'enquête qui a fait beaucoup de bruit ici. Et c'est à partir de ce moment-là que, je pense qu'il y a des gens dans ce milieu-là qui ont voulu savoir un peu ce que les journalistes savaient à leur égard. Et ça a déclenché, semble-t-il, les demandes de surveillance électronique de nos journalistes. Est-ce que cette surveillance, à vous écouter, on peut se poser la question, est-ce que cette surveillance a pu être commanditée par des politiques, un parti politique ? Bien, écoutez, c'est la grande question parce qu'il y a un président de syndicat qui avait écrit une lettre au ministre responsable de la police à l'époque pour se plaindre du fait que les journalistes semblaient être en possession d'informations que lui jugeait confidentielles. Alors, en l'espace de moins d'une journée, la police a déclenché une surveillance électronique des journalistes. Le ministre dit qu'il n'a fait que s'informer de l'état de l'enquête, qu'il n'a jamais, évidemment, demandé à la police de surveiller les journalistes, mais on n'en sait pas beaucoup là-dessus. Alors, c'est pour ça qu'il y a quand même quelques enquêtes qui ont été lancées par le gouvernement pour établir les faits de cette situation. Mais il est certain que ça nous inquiète au plus haut point que la police, comme ça, obtienne facilement des mandats pour surveiller les communications de nos journalistes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous craignez une surveillance systématique ou à plus large échelle au Québec ? Écoutez, c'est qu'on ne le sait pas et à chaque jour, il y a des nouvelles révélations. Vous savez, au début, on avait dit de Patrick Lagacé, le journaliste de la presse, qu'on avait regardé que les registres des numéros de téléphone qu'il utilisait. Or, on a appris hier que la police avait aussi fait la demande d'écouter ces conversations téléphoniques en disant « mais on ne l'a pas fait ».
Nos journalistes, on leur avait dit mercredi qu'on avait regardé le registre téléphonique qu'à partir de 2013, alors que le lendemain, on apprenait que c'était à partir de 2008 qu'on l'avait fait rétrospectivement. Donc, on est devant ce qui semble être une pratique qui, je ne sais pas si elle est systématique, mais elle est quand même répandue. Alors, c'est tout ça qui nous inquiète, et ce qu'on espère, c'est que la commission d'enquête qui a été déclenchée par le gouvernement du Québec va nous permettre de voir plus clair dans tout ça. Tous les patrons de presse, de médias se sont réunis lundi pour dire votre inquiétude, pour dire à quel point vous n'étiez pas content. Quelles sont vos craintes aujourd'hui concernant la liberté de la presse ? Écoutez, c'est qu'elle n'est pas tellement balisée de façon active. Bon, c'est un principe qui est reconnu dans la Constitution, dans la Charte des droits canadienne, mais elle est balisée de façon un peu passive, si on veut, parce qu'il y a des jugements de cour qui ont reconnu, par exemple, la confidentialité des sources, mais il n'y a pas de loi qui l'établit clairement. Alors nous, ce qu'on espère à la fin de ce processus de commission d'enquête et d'études, c'est qu'on pourra mieux baliser à la fois les conditions sous lesquelles on peut permettre la surveillance téléphonique ou électronique des journalistes et des citoyens aussi, mais aussi qu'on puisse peut-être établir une loi qui va permettre de définir enfin la protection des sources comme ça existe dans certaines juridictions. Alors, s'il y a un aspect positif à toute cette crise, c'est que peut-être qu'on va prendre du recul, tout le monde, pour mieux baliser, mieux clarifier toutes les règles et procédures qui entourent la surveillance policière, que ce soit des journalistes ou des autres citoyens. Merci Michel Cormier, on va continuer à en parler sans vous. On vous laisse repartir. Merci beaucoup, c'est évidemment une question qui nous intéresse, qui nous interpelle, qui nous inquiète ici à Kiosque. À très bientôt. Donc on le voit, surveillance, on ne sait pas si à grande échelle, si pas à grande échelle. Que vous inspire une affaire comme celle-là? Vous êtes vous québécois, vous êtes vous algérien, l'une et l'autre française. Qu'est-ce que ça vous inspire dans la pratique de vos métiers de journaliste? Je dirais que le Québec est un peu dans un état de sidération face à cette histoire. Nous ne sommes pas familiers des histoires de fadettes et des grandes écoutes de François Mitterrand qui, ici, ont défrayé la manchette pendant longtemps. Au Québec, au Canada, on avait la prétention d'avoir des mœurs beaucoup plus sophistiquées et beaucoup plus transparentes. Il semble que ça ne soit pas tout à fait le cas. Et là, on découvre qu'un journaliste a été écouté, on a retracé son téléphone portable, un journaliste de la presse, Patrick Lagacé. Et là, qui est connu, précisons-le pour nos téléspectateurs, c'est quelqu'un qui est assez connu, à la télé aussi, les autres journalistes également. Et en tirant la ficelle, on s'aperçoit qu'il y en a 6 autres qui l'ont été. Et on se demande combien, la semaine prochaine, on apprendra combien de journalistes ont encore été écoutés. Donc, il y a une sorte d'état, je dirais, de sidération là-dessus. Le Québec, c'est un endroit où la tradition d'indépendance de la presse est très forte, même que les journalistes, depuis très longtemps, refusent des voyages payés, refusent ce genre de compromis, même les subventions de l'État. Les journalistes québécois sont des journalistes qui votent pour refuser des subventions de l'État aux médias, même qui seraient en difficulté, par exemple, comme le mien. Donc, voilà. Et donc, c'est vraiment un état de sidération. Et je dirais que c'est un état de sidération, d'autant plus que ce scandale survient après ce dont Michel Cormier a fait état un peu, après la grande commission Charbonneau qui a duré 4 ans au Québec, où on a déterré des histoires de corruption, de collusion entre les hommes politiques, l'industrie de la corruption, même des subventions un peu louches dans le domaine des garderies pour aider au financement de partis politiques. Et on sort de 4 ou 5 ans de ça, où la population était exaspérée à la limite d'entendre parler de ça. Et là, on retombe, on dirait qu'on en reprend pour quelques années. Tout ça décrit un état, je dirais, où depuis 10 ans, 20 ans au Québec, je crois. 20 ans, je dis 20 ans parce que c'est 95, le référendum de 95. Je pense que ça joue un rôle où on a négligé la chose publique. Le Québec a été pendant 30, 40 ans un exemple en termes de transparence, en termes de loi sur le financement des partis politiques. Rappelons-nous René Lévesque dans les années 70, 80. On était un exemple au Canada, on était un exemple dans le monde. Après 95, on a négligé, je dirais, la chose publique. Le plus bel exemple, c'est l'état des routes au Québec, qui est à peu près dans le même état que notre morale politique aujourd'hui. Je me tourne vers les deux représentantes du pays des fadettes pour vous citer. Voilà.
Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Ça ne nous inspire pas une surprise inouïe. Hein, je ne sais pas si c'est Snowden qui a dit « vous êtes un journaliste, donc vous êtes écouté ». Enfin, on a évidemment l'habitude de ces coutumes. Et puis en plus, il y a une accélération, évidemment, depuis tout ce qu'on a dévoilé, toutes les écoutes de la CIA, etc. Et on a toujours l'impression, enfin on sait maintenant, dans les manières dont on nous recommande de tous nous protéger, etc., qu'on est tout à fait susceptible d'être écouté. Alors après, évidemment, il y a une petite déception, parce que c'est le Canada quand même, c'est Trudeau, et on pensait que justement, ils étaient mieux que nous. Enfin, alors c'est pas Trudeau, reprécisons, parce que c'était avant, non, mais c'est le Canada de Trudeau, voilà. C'est le Canada de Trudeau, mais en l'occurrence, c'est peut-être plus de l'époque du Canada de Stephen Harper, pour être plus précis. Mais voilà, mais la seule chose que ça m'inspire, en fait, c'est que on a l'impression que ça ne suscite pas une grande indignation, en fait, de la part du public, hein, ce qui est un peu triste, ce qui va de pair aussi avec un peu maintenant la désaffection des gens vis-à-vis des médias, des journalistes, etc. Il y a un désamour entre le public et les mais journalistes. Il devrait s'indigner pour nous, et il devrait, parce que c'est vraiment... Il devrait s'indigner pour eux, peut-être. Exactement, parce que c'est la démocratie qui est donc Il y avait en revanche une très grande mobilisation des patrons de presse au Québec. Est-ce que ça, c'est une bonne réponse? Oui, enfin, c'est vrai que moi je suis un peu comme Sarah, c'est-à-dire venant du Canada, c'est un peu, on se disait, c'est encore un îlot, bon, peut-être qu'on idéalisait un petit peu. Qu'une mobilisation des patrons de presse, c'est bien. Je pense, vous nous avez posé la question, qu'est-ce que ça, pour vous, comment vous faites dans votre pratique? Il se trouve, mais je pense que Akram et sans doute vous aussi, moi j'étais 20 ans dans des pays où il y avait des conflits, l'apartheid en Afrique du Sud, Israël, la Palestine. Grosso modo, me suis toujours dit, bon, de toute façon, je suis écoutée, donc, j'ai toujours intégré ça, si vous voulez. Et je pense qu'il y a comme ça un certain nombre de... Enfin, je ne sais pas pour toi. Et ça, c'est une façon, effectivement, de pratiquer, par exemple, en donnant plus d'importance au contact des visus que par le téléphone. Les messageries cryptées, un petit peu. Mais enfin, même ça, si vous voulez, moi, je me pars du principe que, de toute façon, tout sera... Alors, je suis peut-être un peu paranoïaque, hein, mais... Non, vous n'avez pas. Dans tous ces pays-là, c'est évident qu'on est écouté. Moi, j'ai moi-même été écoutée. Et le premier truc qu'on faisait, quand on arrivait dans un pays, notamment en Irak, en tout cas au moment des frappes, c'était d'enlever la batterie de son portable, de disloquer son portable, mais voilà. Bien sûr, oui. On va juste alors, est-ce qu'il faut le faire en France bientôt? Oui. Je ne sais pas. Alors bon, ça c'est encore une question qui n'est pas inintéressante aussi. On le saura au prochain scandale, parce que ces scandales-là sont toujours des espèces de réveils matins très durs à entendre, qui font que des choses qu'on soupçonnait plus ou moins arrivent. Alors, l'une des conséquences, c'est que ça va renforcer... je dirais, la fantasmagorie qui entoure toute la galaxie complotiste, qui va dire, voilà, la preuve, vous nous dites tous que la démocratie, qu'il y a des lois, mais regardez, même au Québec, des journalistes ont été écoutés, et comment, encore une fois, c'est peut-être que la face visible d'un iceberg bien plus grand. Et voilà, c'est ça qui est... Reporters sans frontières établit chaque année un classement mondial de la liberté de la presse. Le Canada, puisqu'on parlait du Canada, se classe au 18e rang, la Suisse 7e, la Belgique 13e, l'Algérie est 129e sur 80. Sur 180, vous travaillez pour des médias algériens, pour des médias français. Comment vous l'expliquez, Akram? Alors, sur la liberté de la presse en Algérie, il y a beaucoup de journalistes qui continuent aujourd'hui encore à être harcelés par les autorités, qu'elles soient locales ou nationales. Donc ça relativise un peu cette espèce de jugement qu'on a sur le fait que la presse serait libre en Algérie. On confond souvent d'ailleurs l'autonomie, les gains qu'a pu faire la presse écrite, et le reste des médias, notamment les médias télévisés, où il n'est absolument pas question d'avoir une indépendance vis-à-vis des autorités. Donc ça ne m'étonne absolument pas. Des journaux, des journalistes dont Dilemme ont eu, qui collaborent avec Kiosque Humaï à partir avec les autorités. Un journal comme Le Watan fait face à plusieurs soucis d'ordre administratif quand d'autres journaux n'en ont pas, alors que c'est la même situation, etc. Donc c'est absolument pas étonnant. Ce qui est peut-être plus étonnant, c'est le classement de la France qui est 45e. Qu'est-ce qui cloche en France? Qu'est-ce qui pose problème? Et on terminera là-dessus. Il y a différents scandales l'ont montré. On est en effet écouté, on subit des pressions. Oui, on n'est pas encore à l'aune de la presse américaine. Hein. Puis il y a la structure économique de la presse française. Je veux dire que quand on a des
des grands groupes industriels qui sont partie prenante, actionnaires, sans qu'il y ait des lois qui puissent limiter ça. Oui, ça vous avez raison, mais je me demande si ça prend en compte je sais ce pas, classement. Mais je dis ça, c'est-à-dire oui, que... c'est-à-dire que voilà. je pense pas que le classement prend en compte le... Il faudrait vérifier auquel cas la France est amenée à chuter peut-être de plus en plus au vu de ce qui se passe dans ce classement. Christian, vous vouliez intervenir? Le Québec, c'est une petite société, c'est 7 millions d'habitants, c'est une petite société, je dirais, hyper moderne, à la limite, on pourrait dire postmoderne. Hein. Le premier ouvrage sur le postmodernisme a été écrit au Québec et commandité par le gouvernement québécois, un philosophe français. C'est une société qui s'est jetée à corps perdu dans l'innovation technologique depuis un certain nombre d'années, et on voit très bien que dans ce nouveau monde de l'innovation technologique, il n'y a plus de lois, il n'y a plus de règles. Oui. Uber arrive, fait sauter les règles sur les taxis, c'est pas grave, on télécharge n'importe quoi, les droits d'auteur, ça n'existe plus. On est dans ce monde, donc, et on se retrouve là avec des policiers qui usent de ces nouvelles technologies, un peu comme l'inspecteur Clouseau. Hein. Je prends l'image à mon collègue Joseph Facal qui a parlé d'un nouvel épisode de l'inspecteur Clouseau qui se déroulait au Québec. Et donc, des policiers qui usent de ces technologies comme ça sans même se poser la moindre question morale. Mm-hmm. Et puisqu'on parle, pour terminer sur ces questions des journalistes, rappelons quand même qu'en 2016 jusqu'à aujourd'hui, puisque 2016 n'est pas terminé, jusqu'à aujourd'hui, 71 journalistes ont été tués dans le monde en raison d'activités liées à leur travail. C'est Reporters sans frontières qui le dit aussi. Et l'année n'est pas terminée. On passe, vous l'évoquiez, Akram, notre ami Dilem. Je vous propose qu'on termine l'émission avec lui, puisqu'il nous fait un tour de l'actualité de la semaine à sa sauce, comme toujours. La Turquie, ça ne lui a pas échappé. Les journalistes ont toujours le droit de s'exprimer, nous dit-il. Et il précise, chaque prison est dotée d'un parloir. C'est ce qu'explique le président Recep Tayyip Erdogan. Il faut y mettre vos tripes, ça c'est ce qu'ordonne le chef du groupe État islamique, un djihadiste engoncé dans une ceinture d'explosifs. Aboubacar al-Baghdadi appelle ses troupes à tenir le bastion irakien de Mossoul, visé par une vaste offensive militaire. Et puis on l'apprend ce dimanche, autre offensive contre les terroristes, cette fois en Syrie sur Raqqa, la capitale autoproclamée du groupe État islamique depuis 2014. Sarah, vous partez en Irak prochainement. Vous attendez à quelle situation là-bas ? Je m'attends à une situation difficile avec énormément de civils qui vont faire les frais de la guerre et donc voilà, on ne sait pas encore comment ça va se dérouler. On aura l'occasion d'en reparler avec vous. On continue avec Dilem. Des migrants torturés à leur arrivée en Italie. Rien de méchant, juste des simulations de noyade, se défend cet inspecteur. La police italienne dément ces accusations portées par l'ONG Amnesty International qui dénonce en fait des pratiques assimilables à de la torture pour obtenir des empreintes digitales. En France, la primaire de la droite et du centre, Alain Juppé fait la course en tête, mais dit-il, il est toujours talonné par Nicolas Sarkozy. Vous le voyez, regardez bien, Nicolas Sarkozy affublé de talonnettes par Dilem. Et puis pour terminer, la fin de campagne présidentielle assez ahurissante aux États-Unis. On ne sait pas si on va voter pour Clinton ou contre Trump, dit ce sympathisant démocrate complètement troublé. Cette présidentielle, on en parle depuis des mois, peut-être plus que jamais. C'est dans 2 jours, on y arrive. Les Américains ont voté beaucoup de manière anticipée. Pourquoi, à votre avis ? Christian. C'est une pratique qui se développe de plus en plus en Amérique du Nord, au Canada aussi. Les gens votent, ils votent un mois avant l'élection, ils votent un mois avant la fin de la campagne électorale. Souvent, ils regrettent leur vote. Mais là, plus encore que d'habitude. Après, oui, massivement, les gens considèrent que c'est plié, quoi, que c'est joué. Et souvent, c'est des populations qui souvent ne votaient pas, votent par anticipation comme ça, parce qu'ils considèrent que leur choix est fait et qu'il ne changera jamais. Même une campagne électorale animée ne pourrait pas le changer. Akram ? Et CNN s'interrogeait hier sur l'intégrité de ce vote électronique à la lumière de tous les scandales et de hacking et de piratage qu'on a pu connaître au cours de ces dernières années, en se demandant en disant qu'il était opportun de se poser ce genre de questions aujourd'hui. Et la question aussi qu'on se pose, et jusqu'au bout, c'est alors Trump ou Clinton ? Sortez votre boule. Je n'ai pas de boule de cristal, mais moi je dirais peut-être Clinton, mais dans un jeu très serré. Plus serré qu'on pense, peut-être. Ariane ? C'est ce que disent les derniers sondages. Mais vous, qu'est-ce que vous en dites ? Aucune idée. Je ne m'arrête jusqu'au bout. Et si c'était aucun des deux, je veux dire, s'il y avait un tel... Oui, on parle d'un troisième homme qui pourrait peut-être dans l'État... Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il y avait un blocage des institutions qui faisait qu'on ne saurait pas le résultat aussi tôt que ce qu'on avait pensé. Ça, c'est un risque ?
une bonne crise à la gabonaise, par exemple. Ça fait sourire beaucoup d'Africains. Les États-Unis dans une tourmente électorale. Le problème, c'est qu'on arrive mal à évaluer l'électorat de Donald Trump parce que Donald Trump fait voter des gens qui ne votent pas d'habitude et qui ne sont pas répertoriés. Et on le verra la semaine prochaine, puisque ce sera évidemment la grosse actualité. On va en parler dans Kiosque. D'ici là, je vous propose de nous suivre sur les réseaux sociaux, comme toujours Facebook, Twitter. Merci à vous 4. Merci à vous qui nous suivez. Faites-nous part de vos commentaires. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. À dimanche prochain.